La Commission européenne engage donc le bras de fer contre Google. Après plusieurs années d'enquête, Bruxelles a lancé hier une procédure contre le géant informatique américain. Elle l'accuse d'abus de position dominante dans la recherche sur Internet. Concrètement, la Commission craint que les utilisateurs de Google, qui représentent 90% des recherches sur le net dans la plupart des pays d'Europe, ne voient pas nécessairement les résultats les plus pertinents en réponse à leurs requêtes. La Commission donne 10 semaines au groupe technologique pour lui répondre. Une solution à l'amiable, bien sûr, comme toujours dans ce genre de dossier est possible, mais dans le pire des cas, Google pourrait écoper d'une amende de 6 milliards de francs, ce qui n'est pas rien, même pour Google. Alors quels enjeux se cachent derrière ce bras de fer ? On en parle ce matin avec vous, Solange Guernauty. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité à Lausanne. Vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste notamment de cybercriminalité. Ce bras de fer, est-ce que la Commission européenne a raison de l'engager contre Google, contre ce géant américain, contre ce géant mondial ? Alors oui, d'abord, toute une petite précision, je ne suis pas prof ou experte en cybercriminalité, mais en cybersécurité. C'est pas la même. Oui, l'un aussi dépend de l'autre, non, peut-être ? Oui, tout à fait. Et en fait, ce bras de fer a tout lieu d'avoir lieu. En effet, Google commence à prendre une position dominante sur ce marché des technologies du numérique et de la recherche d'informations, mais pas seulement, puisqu'avec Google, c'est toute une série de services quasiment indispensables qui font que nous utilisons quasiment tout, sans le savoir, tout le temps, via l'Internet, des services de Google. Alors, ce qui fait peur à la Commission et à nous, citoyens, et à nous aussi, pays, c'est cette dépendance à un seul acteur qui est en position de monopole, il faut le dire, et qui a une puissance financière telle qu'il peut racheter tous les acteurs qui pourraient lui faire concurrence. Et on l'a vu, il a investi des milliards de dollars aussi dans le rachat de sociétés potentiellement porteuses et prometteuses. Vous avez utilisé le mot de peur, Solange Guernauty. Est-ce que Google fait peur ? Vous fait peur peut-être à vous ? Non, c'est pas une question de peur, c'est une question parce que la peur c'est un sentiment, mais là il faut être rationnel. On n'est plus dans les réactions épidermiques ou dans les allergies. Il y a des faits et ces faits-là, il faut les comprendre et les décrypter pour une approche un peu plus de long terme de protection non seulement de données personnelles, mais de notre économie. Et avec Google et puis donc les GAFA, pas uniquement Google, mais c'est aussi les Apple, Apple, Facebook et puis Amazon. Ils sont en train de prendre, enfin de nous changer, de changer le monde. C'est des ruptures qui sont en train d'avoir lieu avec des pertes de métiers. C'est la fin du travail, puisque avec un emploi créé par ces entreprises, il y en a 4 qui disparaissent dans le monde, enfin dans nos services, 4 à 9, ce sont les derniers chiffres en fonction. On a vu avec l'industrialisation et puis la mondialisation à outrance, la perte aussi de la classe ouvrière. Là, c'est la classe moyenne qui est en train de s'appauvrir. C'est la fin du travail, mais c'est peut-être le début d'un autre ou d'un nouveau monde du travail, qui sait ? Oui, tout à fait, mais le problème de la production de richesses et des valeurs ne nous appartient plus, parce que nous donnons toutes nos valeurs, nos richesses, nos informations, notamment en faisant des recherches sur Google, et l'appropriation de ces valeurs et de ces richesses est faite outre-Atlantique. Et nous, il n'y a aucun retour sur investissement. Nous sommes des minerais humains qui donnons toute notre richesse informationnelle pour être expatriés, traités ailleurs et puis revendus éventuellement en Europe. Qu'allons-nous devenir, Solange Guernauty ? Vous avez des mots très, très forts, très imagés. Nous sommes des minerais humains, c'est la fin du travail. Donc le travail va aller où ? Il va aller chez ceux qui détiennent les clés des algorithmes de Google. Et puis nous, on va devenir quoi là au milieu ? Des machines en fait. Nous sommes des robots pilotés par ces algorithmes et on va devenir complètement prédictifs. Avec la masse d'informations qu'ils collectent sur nous, sur nos habitudes, sur nos comportements, on sait très bien que le modèle économique de ces sociétés, notamment de Google, est basé sur l'exploitation des données et ça veut dire que cette exploitation des données nous appauvrit, nous en tant qu'êtres humains, mais nous en tant qu'économie. Et au niveau, je dirais, du pays, notre souveraineté nationale passe aussi par cette emprise numérique que ces entreprises ont sur nous. Donc les GAFA non seulement abolissent le travail, mais abolissent les frontières aussi. Je vous tends la perche pour que vous alliez plus loin, mais c'est ça aussi. Non, mais c'est un peu ça, parce que le territoire physique tel que nous le connaissons est étendu. Enfin, nous sommes, via Internet, un territoire américain, sous dépendance américaine. On pourrait être une nouvelle étoile sur le drapeau américain. Est-ce que c'est pas une vision un peu biaisée ? Je veux dire, nous contre les Américains, on entend ça depuis... Non, c'est pas de l'anti-américanisme de base. Est-ce que c'est pas un peu de l'anti-américanisme primaire ? Non, pas du tout, mais c'est une réalité. Et je crois qu'en s'opposant à cet impérialisme numérique détenu par certains acteurs, notamment américains, nous allons aider les Américains aussi à se
notamment aussi pour leur liberté d'expression, et puis à remettre l'église au milieu du village. Donc, il ne faut peut-être plus parler d'église en ce moment. Mais oui, quoique ça peut devenir une religion aussi. Donc la Commission européenne a raison. C'est un peu la Comco européenne qui lance la guerre, et notamment cette commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, qui est une Danoise. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, cette dame qui a inspiré la série Borgen, pour ceux qui connaissent. Elle est très pugnace. Elle va y arriver. Ou est-ce que c'est à nouveau une histoire où le grand va manger le petit ? Bien, moi je voudrais faire une analogie. Nous sommes les poules d'un poulailler, et Google est le renard qu'on a mis dans le poulailler. Et là, on est en train de dire au renard, il ne faut pas plumer toutes les poules, il faudrait voir si c'est possible de ne pas les manger. Et on n'éduque pas un peu les poules, là. Et je crois qu'on est censé trouver des règles du jeu qui permettent de vivre ensemble, et de vivre ensemble en préservant notre économie, nos savoir-faire et notre façon d'être et notre culture. Alors, quelle est la voie médiane ? Quelles seraient les règles du jeu qu'on arriverait à imposer à Google pour que nous ne soyons pas mangés tout cru, Solange Guernauty ? Ça, si je les détenais, je crois que je serais pas ici ce matin. Mais non, je sais pas. En fait, je crois que c'est un bel avertissement à nos amis américains pour dire vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur territoire européen. Nous, ce qu'on demande en Europe, c'est le respect de nos lois, de nos cultures, de notre façon de voir les choses. Et c'est un avertissement. Je suis pas sûre qu'il soit suffisant. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a une différence d'approche absolument totale entre l'Union européenne et les États-Unis. Les Américains ont enquêté eux aussi sur Google et absolument pas trouvé de preuves d'abus de position dominante. En début d'année, dans une interview, le président Obama accusait les Européens de s'en prendre aux géants d'Internet pour défendre leurs intérêts commerciaux. Position diamétralement opposée. Là. Oui, mais enfin, tout le monde défend ses intérêts avec plus ou moins de bonne foi. Il ne peut pas nous reprocher ce qu'il fait lui-même. Alors, ce qu'il n'a pas pu démontrer officiellement, c'est effectivement toutes les transactions qu'il y a eu derrière et l'OBI qu'il y a eu derrière pour protéger leurs acteurs économiques. C'est une guerre économique avant tout, ou vous qui en êtes spécialiste aussi, c'est une guerre concernant la sécurité des données. Vous me direz que c'est peut-être lié l'un et l'autre. Alors effectivement, tout est lié. Là, on est dans un contexte très intriqué de la politique, de l'économie, et puis peut-être voir de la criminalité. Et maintenant, on pourrait parler également du terrorisme. Et puis ces liens directs entre tous ces acteurs qui se retrouvent ensemble dans le cyberespace et directement en phase avec les citoyens que nous sommes ici en Suisse et en Europe. Donc il y a cette proximité et de défense des intérêts économiques. Et la défense de ces intérêts économiques, c'est une nouvelle façon de faire la guerre sans faire de mort. En tous les cas, pas direct. Oui, pas direct, parce que vous disiez, c'est la fin du travail, on est des minerais humains. Alors ça met... Mais c'est la fin de la banque, c'est la fin des assurances, c'est la fin de la société de service. Regardez ce qui se passe avec Uber. Ouais. Uber, on peut y venir aussi. Et cette récente décision de l'État de Genève d'interdire les activités d'Uber, enfin d'essayer de le faire. Est-ce que là aussi, Uber agit un peu comme la Commission européenne ? C'est un combat emblématique, mais pas perdu d'avance, selon vous ? Non, en tous les cas, ce serait dommage de le penser. Si on fait rien, c'est sûr qu'on ne va pas défendre nos intérêts. Donc c'est vraiment une action qu'il faut soutenir et sur laquelle il faut se raccrocher. Je veux dire, c'est que ces entreprises-là ne vont même pas faire de l'évasion fiscale, vont même pas faire profiter les Européens de la masse considérable d'argent qu'ils ont pu exploiter en exploitant les données. Alors on serait en train de nous mentir parce qu'on parle d'Uber comme d'une formidable entreprise d'économie de partage, tout ça, et on nous parle aussi des taxis souvent comme de petites mafias locales, cartélisées, je ne sais pas si on dit ce mot-là, et donc Uber serait le gentil destiné à partager tous ces services face aux taxis un peu cartélaires, un peu mafieux. Mais je crois qu'avec les technologies du numérique, on nous fait croire qu'on est en train de bâtir une nouvelle civilisation, mais ces bases de cette civilisation sont faites sur du capitalisme et sur l'enrichissement de certains acteurs au détriment de tous les autres. Oui, c'est une vision néo-marxiste, non, Solange Guernauty, un peu ? Alors, c'est difficile de répondre brutalement, comme ça, à la question. Mais ma question était assez brutale. Oui, non, mais ce qu'il faut voir, c'est que les emplois que l'on fait ou qu'on crée ici, c'est vraiment, je dirais, c'est comme d'avoir des femmes de ménage non déclarées, quoi. On fait travailler des gens, donc on leur produit effectivement une certaine richesse, mais qui est sans protection sociale, sans accompagnement, sans retraite, sans rien, quoi. Donc on fait quoi ? Si on prend le monde des taxis, de l'autopartage, il ressemblera à quoi dans 5 ou 10 ans, selon vous ? On continue de se battre pour garder... Mais dans 5 ou 10 ans, il n'y aura même plus de chauffeurs, puisque le Google Car sera là pour nous. Oui, mais
bon, voilà, mais admettons qu'il y a encore des chauffeurs, ça va ressembler à quoi? Il y aura encore les bons vieux taxis organisés en cartel, et puis Uber sera totalement écarté du jeu? Il faut aussi comprendre les opportunités qu'il faut en avoir de ces nouvelles technologies, ce mode d'échange. Nous sommes dans une société en réseau, où tout se fait en réseau. Donc la guerre, c'est dans la guerre de la maîtrise du réseau, de l'accès au réseau. Et ça, c'est des acteurs comme Google qui vont même au-delà de l'accès, vont proposer des services et vont aussi proposer des systèmes d'exploitation pour maîtriser toute la chaîne de production, de maîtrise de cette information. Donc on est dans l'inéluctable, là, quasiment. Nous sommes dans un tournant, en tous les cas, un monde en rupture, et c'est à nous maintenant de se réapproprier ce que change le numérique dans nos vies, notre façon même de faire de la politique, de communiquer et de travailler. Mais je crois qu'il faut saisir cette opportunité-là, sinon les autres l'ont déjà saisie. Et si on ne réagit pas, c'est clair qu'on va être dépossédé et très bientôt on n'aura plus du tout les moyens de réagir. On réagit comment? Comment faut-il réagir, en prenant conscience de ce qui est en train de se jouer dans l'acquisition forcenée et de l'achat. Uber, c'est Google, hein. Oui. Donc de comprendre ces achats, fusions, d'acquisitions d'entreprises, la guerre que sont en train de se jouer les géants et le rôle du gouvernement américain pour défendre leur complexe militaro-numérique. Il faut se souvenir que l'Internet est issu du département de la défense américain. C'est l'ARPANET en 1969, oui. À la base, le premier email a été envoyé entre deux soldats. Ouais. Excusez-moi, à rappeler, c'est la maîtrise du temps avec les horloges atomiques, la plupart sont aux États-Unis. La maîtrise des déplacements avec le GPS, c'est américain. Donc, le mouvement, les Européens ont essayé pour le GPS. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Justement parce qu'ils ont été cassés dans leur initiative. On a pris un retard qui est considérable et qui est préjudiciable. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les technologies du numérique. Bon, Google, on y revient dans la presse alémanique. Sandra Zimmerli, vous êtes là, tout comme Jérôme Jeannin. Alors, dans la presse alémanique, justement, Google est tout sauf un géant sympathique. Oui, l'innocent outil de recherche n'est qu'un appât pour de juteuses affaires, note le Tagesanzeiger. L'image d'un bienfaiteur mondial n'est que marketing. Google abuse de sa position dominante pour empêcher la concurrence de grandir ou tout simplement d'exister. C'est donc bien qu'à Bruxelles, on passe la vitesse supérieure. Reste que son succès est plus qu'incertain parce que le risque est grand que les innovantes filiales d'Internet aient toujours une longueur d'avance sur ses gardiens. Alors, tout autre avis dans la NZZ qui nous dit, non sans ironie, c'est touchant comme la Commission européenne se préoccupe de ses citoyens parce que dans le fond, la question est, y a-t-il des alternatives à Google? Et la réponse est clairement oui. On peut chercher par Microsoft ou Yahoo. Le quotidien qualifie cette mesure d'inappropriée, d'interventionnisme. La Commission européenne cherche à régler des problèmes que le marché réglera de lui-même. C'est intéressant ce que dit la NZZ. Oui, on a le choix finalement. On peut tout à fait utiliser un autre moteur de recherche que Google. Rien n'est interdit, Solange Guernauty. Oui, mais ils sont tous cousins germains dans ce contexte-là. Là, ce qu'il faudrait, c'est un moteur de recherche européen. C'est comme pour le cloud computing, mettre ces données dans le nuage informatique. Le cloud computing, le nuage. Oui. Pourquoi ne pas avoir un nuage européen, voire suisse? Et pourquoi pas? Mais c'est en train de se faire. Oui, mais il y a des réflexions qui sont faites. Mais le problème, c'est la masse critique et l'appât qu'ils ont donné aux utilisateurs en donnant un service gratuit. C'est une illusion de gratuité. Et là, c'est très fort parce qu'ils ont un parc très important. Un net européen, c'est pas possible, ça? Si, tout à fait. Mais il faut une volonté politique et financière pour le soutenir et puis une mobilisation de tous les acteurs. Et donc, cette mobilisation n'a pas lieu pour vous? Plus ou moins, puis avec les projets européens de recherche, notamment, par exemple, je collabore à un projet qui s'appelle Prisma Cloud, qui est un projet financé par la communauté européenne à hauteur de 10 millions d'euros pour proposer des solutions de sécurité dans un cloud européen pour des applications européennes, notamment de la santé ou de la finance. Solange Guernauty, vous êtes experte en cybersécurité et non pas criminalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, à titre personnel, je crois que votre site institutionnel a été piraté par le groupe État islamique, c'est juste? Oui, tout à fait. Comme TV5, à peu près dans les mêmes dates. Et ça, on est dans une guerre d'influence aussi, qui est très sournoise et qui est encore plus dangereux puisque c'est une guerre psychologique. Et ce qui me fait le plus, qui est plus dérangeant peut-être sur Internet, c'est toutes ces approches de lobbying, c'est de manipulation de l'information, notamment via Google, on peut y revenir. Les informations que nous lisons, sur lesquelles nous accédons, nous n'avons aucun moyen de vérifier la véracité de ces informations. Et cette manipulation de l'information, c'est une guerre psychologique et une guerre d'influence qui va avoir des impacts à très long terme, qui n'est pas décelable directement. En tous les cas, l'impact, même si on se refuse d'être dans des démarches de peur,
on prend conscience qu'ils ont quand même un pouvoir de nuisance incroyable. Et là, dans le cas de figure de mon site, ils avaient exploité une vulnérabilité technique qui venait juste d'être découverte. Donc, ce qui fait dire qu'ils sont quand même très bons. Ça veut dire que les cyber-djihadistes, comme on les appelle maintenant, sont de très grands professionnels. Ils sont avant tous les cas s'associer les services de très grands professionnels comme les cybercriminels. Tous ne sont pas des pros de la techno, mais ils savent acheter les services. Mais alors, essayons d'en savoir plus avec vous, parce qu'on a posé la question à d'autres interlocuteurs. Qui seraient ces grands pros qui aideraient les cyber-djihadistes? Ils viennent d'où? Ce sont des gens qui viennent d'États en particulier, ou ce sont pas forcément, des boîtes privées? C'est des individus? Il y a de tout, mais là... qui se sont formés où, selon vous? Sur le tas, je veux dire, il y en a qui ont du temps pour exploiter, qui ont cette énergie, cette connaissance. Alors peut-être aussi, bien sûr, dans les écoles, les universités, parce qu'on ne sait pas à qui on enseigne. On enseigne la sécurité, on forme des experts en sécurité, mais on peut aussi avoir des gens qui peuvent avoir des comportements déviants ou des idéologies à défendre. Ils sont peut-être persuadés de leur bon droit et de la bonne cause qu'ils défendent. Vous avez voulu tester les procédures suisses après cette attaque pour voir la réaction des autorités. Ça s'est passé comment ? Très simplement, on a pris acte de ma dénonciation auprès des services compétents et c'est tout. Moi, j'ai pu faire un petit peu de recherche de données et j'ai vu que des attaques venaient notamment du Brésil, d'Ukraine, de Pays-Bas et de Russie. Et on vous a pas répondu autre chose? Enfin, ça va pas aller plus loin, selon vous? Non, je pense pas. C'est une statistique de plus, mais c'est peut-être aussi une prise de conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres et que même les experts... Tenez, je crois que Thales, hier, a annoncé qu'ils avaient été aussi piratés au niveau international. Et je crois qu'il faut comprendre que nous sommes devenus, nous, institutions très, très vulnérables. Parce que la complexité technique fait qu'il existe toujours des failles. Et je crois qu'on utilise des produits qui ne sont pas finis, qui sont faillibles. Hein. Ouais. Et donc, ces vulnérabilités sont exploitées. D'abord, il y a ces vulnérabilités techniques que nous sommes incapables de maîtriser. Il y en a trop. Moi-même, je ne suis pas capable. Il y en a trop. Je passerai mon temps à comprendre où est la vulnérabilité, si je suis quand même impactée ou pas. Je n'ai pas le temps. Et puis, les vulnérabilités humaines, c'est les failles humaines aussi qui sont exploitées. Donc, un pirate un peu doué peut s'infiltrer assez facilement là-dedans. Oui, quand on a la volonté, on y arrive. Hein. Ouais. Et la Suisse officielle à laquelle vous avez fait part de votre plainte n'a aucune réponse à vous apporter? Non, il n'y a aucune protection du consommateur. Et c'est le problème aussi de Google, c'est que dire nous, citoyens en Suisse, on n'est pas protégés par les lois suisses et nous ne sommes pas protégés par les lois américaines, nous ne sommes pas citoyens américains. Donc nous sommes à poil sur Internet et complètement démunis. Et donc c'est ça un peu le parti du problème, c'est que notre État, enfin le pays dans lequel nous sommes ressortissants n'est plus en mesure de protéger ses citoyens, n'est plus en mesure de gérer les identités des citoyens. Et ça pose vraiment un problème. Mais au-delà du citoyen lui-même, c'est toute l'économie qui est menacée et c'est l'État lui-même qui est menacé. Et je crois qu'en Suisse, on n'a pas pris assez conscience de notre vulnérabilité réelle. On est en train de la découvrir au niveau mondial pour d'autres entreprises. Et je crois que ce qui s'est passé avec TV5 Monde, c'est que le début des nuisances à venir. Et avec un signal très fort qu'il faut vraiment comprendre et accepter et dégager des moyens très rapidement. Notamment peut-être en créant un secrétariat d'État au numérique. Un secrétariat d'État au numérique en Suisse. Numérique, parce qu'il y a des problèmes économiques, des problèmes de criminalité. Ça existe en France, hein. Ça existe en France, mais ça n'existe pas en Suisse. Je pense qu'il faudrait accompagner le gouvernement dans cette réflexion technologique.